Marguerite, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Bon, quelques pervers narcissiques sans doute au Parlement, mais bon, c'est un peu la fonction. Comment se passe cette rentrée parlementaire? Puisque depuis lundi, le Parlement a vraiment repris l'intégralité de ses travaux. Est-ce qu'on va avoir le même tohu-bohu que l'an dernier, la même agressivité? Je l'espère pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on a des textes importants là qui sont en examen depuis lundi. La loi sur le plein emploi. On va en parler, oui. Et puis un certain nombre de textes budgétaires dont on commence un examen sur notamment la loi de programmation des finances publiques qui va donner le cadre pour les prochaines années de notre trajectoire et qui est nécessaire pour obtenir des financements bruxellois dans les prochaines semaines et prochains mois. Alors on va parler de ces deux textes en effet qui sont au menu cette semaine. La loi plein emploi obligera ceux qui reçoivent le RSA à faire quelques tâches. Est-ce que ces tâches vous semblent assez bien définies? Elles soulèvent beaucoup de critiques. Elle soulève des questions en tout cas et c'est sain et c'est naturel que nous ayons ce débat, mais l'objectif c'est d'abord évidemment de tout faire pour rapprocher ceux qui sont très éloignés de l'emploi de la possibilité qu'ils puissent en retrouver un. Il y en a quasiment 40% de gens qui touchent le RSA, de l'allocataire du RSA, pour qui c'est évidemment très difficile, qui ne sont pas inscrits sur les listes de Pôle emploi. Donc vous voyez, c'est l'objectif, toutes les mesures qui sont contenues dans cette loi et ensuite les mesures qui seront déclinées dans les décrets, etc. et même sur le terrain, vont permettre de rapprocher évidemment les gens très éloignés de l'emploi, ceux qui sont au chômage depuis très longtemps, ceux qui ne touchent même plus l'allocation chômage mais uniquement le RSA, et c'est ça l'objectif. Un peu d'activité, ça leur permet aussi de redevenir employables? Un petit peu d'activité évidemment avec la souplesse et le bon sens qui s'impose dans telle situation. Évidemment on prendra en compte ceux qui travaillent chez Pôle emploi, les agents de Pôle emploi le font déjà très bien, c'est de pouvoir s'adapter à chaque situation. Donc évidemment il y en a qui peuvent octroyer du temps dans cette recherche parce que ils n'ont pas forcément de charge de famille, parce que pour tout un tas de raisons, et d'autres pour qui c'est plus compliqué. Donc c'est pour ça que cette notion d'activité, elle est large, elle est souple, mais l'objectif c'est effectivement qu'on ne perde pas le lien pour pouvoir de se donner toutes les chances de retrouver un emploi. Pôle emploi va devenir France Travail. Qu'est-ce que ça change pour les chômeurs? Alors l'idée c'est que ça change peu ou pas pour l'usager, pour le bénéficiaire, pour nous tous Français qui, à un moment donné dans notre vie, ouvrent la porte de Pôle emploi ou d'ailleurs de n'importe quelle agence qui est en charge de remettre les gens sur le chemin du travail. Il y a beaucoup d'endroits, moi c'est le cas en Saône-et-Loire, mais c'est le cas ailleurs en France, sur lequel ça marche. Les différentes initiatives travaillent bien ensemble, les missions locales, les agences Pôle emploi, d'autres initiatives du département, de la région, des intercommunalités. Mais il y a peut-être d'autres endroits où il y a besoin peut-être plus de coordination et qui est une marque unique. Donc l'objectif de France Travail, c'est pas de révolutionner le sujet, c'est en revanche, c'est de pouvoir avoir une marque unique pour que n'importe quel endroit où on s'adresse, enfin en tout cas on ouvre la porte en France, ça soit la même maison. Que ça soit la même maison et que surtout les gens se parlent bien entre eux, ce qui est le cas dans un certain nombre d'endroits, peut-être pas partout. Alors l'autre gros morceau du menu de cette semaine, c'est cette loi de programmation des finances publiques, faire une sorte de trajectoire budgétaire pour la France dans les années qui viennent, afin de rendre une copie propre à l'Europe. Est-ce que vous êtes partisan d'utiliser, puisqu'on est en session extraordinaire spéciale pour cette loi, le 49.3 tout de suite, pour en finir et arrêter des débats qui ne servent à rien? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de cette loi de programmation. D'une part parce qu'on est le seul pays européen des 27 à ne pas avoir encore de trajectoire. On est hors délai presque. Absolument. Donc je pense que ce serait bien pour une fois qu'on montre l'exemple en votant cette loi. D'autre part, on en a besoin, comme je le disais en introduction, pour débloquer ce que nous devons obtenir du plan de relance européen. Et quel est l'enjeu? C'est 18 milliards l'enjeu. 18 milliards, dont on ferait quoi d'ailleurs? 18 milliards pour un certain nombre de projets, sur la rénovation énergétique, sur les infrastructures de transport, sur beaucoup de sujets qui sont en fait déjà budgétés dans nos différents plans de financement. Donc moi je suis partisan d'une part qu'on la vote et si effectivement les oppositions ne prennent pas leurs responsabilités, j'ai cru comprendre notamment que les LR pourraient ne pas voter, enfin c'est ce que déclare monsieur Marlex, eh bien effectivement je pense qu'il est de notre devoir d'utiliser le 49.3. Alors les LR seraient prêts à voter si cette trajectoire était un peu plus rigoureuse parce qu'ils veulent réduire la dette plus vite que vous. Est-ce que vous êtes prêts à faire des concessions? Alors, on pourrait avoir ces discussions, d'ailleurs, on l'a un peu eu en commission des finances, dont je rappelle qu'elle a adopté la loi de programmation des finances publiques, c'était lundi soir, à l'exception d'un article, mais le reste a été adopté. Moi, je veux bien qu'on ait ce débat, on peut toujours considérer que la trajectoire n'est pas assez sérieuse, ou à l'inverse, qu'elle est trop souple, mais néanmoins, ça ne change pas qu'on nous ayons besoin d'un cadre. Et par ailleurs, sur un certain nombre de suggestions, moi, je veux bien qu'on puisse rajouter des milliards d'économies ou des milliards de moindres dépenses, mais encore faut-il les préciser, et vous savez, on a toujours plein de chiffres qui tournent autour de cette question, mais c'est difficile lorsqu'on rentre dans la nature des chiffres et dans la précision
de là où on souhaite faire des économies. Les LR sont flous sur ce terrain. Ils disent pas où couper. Je trouve qu'ils sont parfois un peu flous, effectivement, et pourtant un certain nombre de députés pourraient être proches de nos idées, proches de la ligne que nous souhaitons tracer. Et pourtant, je trouve ça dommage qu'on puisse pas aller assez loin. Et en tout cas, je trouverais ça dommage qu'ils puissent s'opposer ou s'abstenir sur ce texte. Les finances, c'est vraiment le menu de la semaine, puisqu'aujourd'hui, en Conseil des ministres, le budget va être à présenter. Il n'y a pas d'économie spectaculaire dans ce budget. On les cherche un peu. Oh, je trouve un peu sévère parce que d'abord, il y a la fin des dispositifs de protection que nous avions en fait depuis 2020-2021. D'une part sur les entreprises, maintenant, et puis un certain nombre sur de boucliers qui tombent. Ouais, exactement. En tout cas, sur lequel on amorce assez significativement la décrue. On fait un certain nombre de recentrages, notamment sur des dispositifs de financement. Je pense au Pinel, je pense au prêt à taux zéro. On aura le débat aussi sur le projet de loi de la sécurité sociale, sur des mesures effectivement où on souhaite faire des ajustements. L'idée, c'est effectivement d'une part de préserver nos priorités. Je rappelle, 7 milliards sur la transition énergétique, ça s'était jamais vu. En plus, par rapport au financement, ça fait plus de 30 milliards au total. Les financements sur l'éducation nationale, sur les brigades de gendarmerie, donc tout ça, ça sera traduit très concrètement. Et en même temps, plus de sérieux budgétaire pour que nous tenions nos engagements. Et c'est ça qui est extrêmement important pour tous ceux qui, tous les jours, tous les mois, nous prêtent pour financer notre modèle social. Le poids de la dette, ça devient insupportable. À cause de la hausse des taux d'intérêt, on a du mal. On est en danger. Alors c'est pas insupportable, mais en tout cas il faut qu'on y fasse très attention. On a 3 000 milliards de dettes, on a des taux d'intérêt qui remontent. D'ailleurs partout dans le monde, il n'y a plus un pays, plus une institution financière qui se finance à bas coût comme ça a été le cas au cours de ces dernières années. Donc effectivement, il faut qu'on soit vigilant sur cette question et pour pouvoir à nouveau tenir notre modèle social, il faut que nous soyons sérieux et c'est l'objet du projet de loi de finances. Les taux d'intérêt, les intérêts qu'on paye sur notre dette, c'est quoi? C'est 55 milliards, je crois, par an. C'est 50 milliards par an, effectivement, et c'est amené à augmenter dans les prochaines années parce que la dette qui était à bas coût jusqu'à présent, en fait, va être refinancée à des coûts plus élevés. On a une hypothèse à peu près de 3,5%. Alors vous le disiez, il y a beaucoup d'immobilier dans ce budget. Est-ce que c'est le bon moment pour supprimer le Pinel ou réduire le cadre du prêt à taux zéro alors que l'immobilier souffre et que les logements arrêtent de pousser? Alors l'immobilier souffre pour différentes raisons, à commencer par des questions effectivement de financement. À la fois des particuliers, mais aussi d'institutions publiques ou privées qui cherchent à se financer. Et effectivement, le crédit s'est un peu resserré. Alors, il n'y a pas plus de crédit, c'est pas vrai, mais en revanche, il s'est resserré. Et donc, il y a une réflexion qui a été lancée, qui doit être opérationnelle, je pense, dans les prochains jours, prochaines semaines, pour qu'on puisse être plus souple dans les octrois de financement. Moi, j'ai beaucoup de remontées dans ma circonscription à Chalon-sur-Saône, à Mont-Soleil-Mines, où on a des primo-accédants qui auraient, par le passé, eu des bons dossiers pour pouvoir accéder à un financement, pour pouvoir acheter leur maison, pour pouvoir acheter leur appartement. Eh bien, ça s'est durci, donc il faut qu'on puisse être plus souple sur ces questions-là. Bruno Le Maire propose dans Le Parisien ce matin un prêt bonifié. C'est-à-dire c'est l'État ou c'est une banque publique qui garantirait un taux d'intérêt un peu bas? Oui, les modalités opérationnelles pourraient être déclinées. Le taux bonifié, on sait faire ça dans d'autres champs de l'action publique. Mais effectivement, l'idée, c'est qu'on puisse rendre plus facile le crédit pour des primo-accédants, des gens qui sont déjà dans le logement social et qui pourraient passer dans le logement intermédiaire, qui pourraient acheter leur maison pour, mettons, 200 000 euros, 250 000 euros, donc qui pourraient emprunter. Donc l'idée, effectivement, c'est rendre plus facile le crédit, notamment particulier, mais j'insiste aussi sur les institutions. Ça pourrait être en vigueur dès 2024 ou ce sont des mesures qui ne rentreront que dans 1 an et demi en vigueur? Je pense qu'on est capable de le faire dans des temps plus courts que dans 1 an et demi et je pense que 2024 c'est tout à fait possible. On a vraiment, alors encore une fois, ça ne résoudra pas tout dans le problème du logement qui est face à nous parce qu'évidemment on a besoin de construire des logements, mais il faut commencer par la question du financement parce que les entreprises sont prêtes, les entreprises peuvent encore améliorer, en tout cas augmenter leur carnet de commandes et pour ça il faut qu'on trouve ce financement. Est-ce que vous êtes favorable, et est-ce que vos électeurs vous le demandent, à reporter le calendrier pour tous les logements qui, étant un peu des passoires énergétiques, ne pourront plus être loués ou vendus très vite si on respecte le calendrier prévu? Je pense que là aussi il faut qu'on soit pragmatique. Je pense que l'objectif à terme il est bon et il est sain. Il faut que nous ayons des logements et plus généralement des bâtiments en fait, qu'ils soient publics ou privés, qui soient beaucoup plus respectueux de l'environnement, à la fois été comme hiver, parce qu'on a ces deux enjeux-là. Après, on voit bien qu'il y a un certain nombre de cas où c'est pas encore possible, parce que d'abord ça coûte cher. D'abord il y a la disponibilité des entrepreneurs, on l'évoquait un petit peu, et donc là-dessus, si il faut se donner un peu de souplesse, quelques mois, peut-être 1 ou 2 ans de plus, pour se mettre en conformité avec l'objectif, encore une fois, qui est sain, moi je trouve que il faut évidemment le regarder sérieusement. Certains parlementaires souhaitent rétablir la réserve parlementaire. C'était une somme d'argent allouée à chaque député pour soutenir des associations ou des investissements. Est-ce que vous, dans votre circonscription, elle vous serait utile?
En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de demandes sur ces questions. Beaucoup de gens n'ont pas compris, en tout cas, n'avaient pas intégré qu'il n'y a plus de réserve parlementaire depuis 2017. Donc, à chaque fois, je réponds. C'est souvent des demandes de subventions pour des associations sportives, des associations culturelles, pour financer effectivement la rénovation de tel ou tel bâtiment. Donc, ce serait dans l'absolu très utile. Après, je dois dire quand même que les critères d'octroi au sein des groupes politiques n'étaient pas forcément toujours très. C'est ça qu'il faut remettre à plat. C'est comment se constitue la cagnotte. Donc, si on devait revenir, effectivement, moi, j'y suis pas forcément très favorable, mais en tout cas, si on devait revenir dessus, je pense qu'il faudrait être quand même beaucoup plus lisible et plus transparent sur ces critères d'octroi, parce qu'évidemment, il peut y avoir un aspect peut-être parfois un peu clientéliste, que je n'ai pas connu parce que je suis député que depuis 1 an et demi, mais en tout cas, qui pouvait exister. C'est le reproche qui était fait. La grande distribution dit qu'elle va jouer le jeu du carburant à prix coûtant. Ça va même commencer assez vite. Ça sera suffisant? Je ne sais pas si ça sera suffisant, mais c'est nécessaire. Et ce qui a été annoncé hier par la Première ministre, par Agnès Pannier-Runacher, par Olivia Grégoire, est sans précédent. On va avoir dès ce week-end des opérations partout en France sur des milliers de stations-service qui vont permettre effectivement de rendre le carburant le plus accessible possible, le plus soutenable possible. C'est difficile pour nos concitoyens. Moi, je suis dans un département. On roule beaucoup. On roule énormément. C'est le principal mode de transport. Et on a des prix à la pompe qui sont supérieurs à 2 €, voire parfois 2,01 €, 2,02 €. Et je parle même pas de l'autoroute A6. Donc, on a évidemment ce sujet-là. Donc, on va multiplier ces opérations. Je remercie évidemment les distributeurs de le faire le plus possible partout en France jusqu'à la fin de l'année, parce que si ça dure, effectivement, il faut qu'on soit vigilant. Après, il y aura le chèque de 100 € pour certains ménages. Mais la dernière fois qu'on a fait un chèque, les Français l'ont pas demandé. Moins d'1 sur 2 qui pouvaient y accéder l'a pris. Pourquoi ? Alors, il y a effectivement, d'une manière générale, une difficulté d'accès à ces dispositifs. Et pourtant, on essaie de les rendre les plus accessibles possibles. Il y a un chèque, on essaie de rendre les choses les plus accessibles possibles, notamment via l'espace impôt.gouv.fr, qui est plutôt plébiscité par les Français. Donc, évidemment, il faut les rendre les plus accessibles possibles. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est, je sais pas si les Français n'en veulent pas. Moi, je note quand même qu'il y en a beaucoup qui souffrent, et notamment, voilà, les classes modestes, les classes moyennes. Et l'idée de ce chèque, c'est de cibler. Et c'est très différent d'une baisse généralisée de la TVA qui, non seulement serait coûteuse, extrêmement coûteuse, on parle de plusieurs milliards, voire 10 milliards d'euros, et surtout totalement inefficace parce qu'elle touche de façon indifférenciée les riches comme les pauvres. Ceux qui n'en ont pas besoin. On aura un plan interministériel contre le harcèlement scolaire rendu public cet après-midi. Vous, comme député de base dans une circonscription assez rurale, vous avez des témoignages qui vous remontent ? Oui, j'ai eu des témoignages. J'ai eu notamment un cas qui a été médiatisé au Biseau, dans un des villages de ma circonscription, qui a été très médiatisé. D'ailleurs, la médiatisation n'aide en général pas à la résolution du problème, qui est en général complexe, parce que non seulement ça touche aux élèves, qui souffrent énormément, mais ça touche aussi à des histoires familiales. Donc oui, j'ai eu des témoignages, j'en ai eu d'autres dans d'autres communes. Il faut s'y atteler sans trembler. Je crois que Gabriel Attal l'a très bien dit dans l'hémicycle hier. Il faut être ferme. Il faut être extrêmement ferme, durcir les sanctions. Je pense que l'idée de supprimer au moins temporairement le téléphone portable est une excellente idée, parce que maintenant c'est vraiment par le téléphone portable qui est un outil de communication entre les jeunes. Eh bien, Louis Marguerite, merci, bonne journée et bonne suite de travaux parlementaires. Merci beaucoup. Merci Christophe Barbier. Et un petit cadeau d'un poète du Creusot de Saône-et-Loire, Christian Bobin. La vie est un cadeau dont je défais les ficelles chaque matin au réveil. Demain, Christophe Barbier, vous recevez Charles Sitzenstuhl, député Renaissance du Bas-Rhin. Du Bas-Rhin, tout à fait. À demain. Radio J, retrouvez le Bas-Rhin.